Alors, on va commencer cette conférence sur GenAI versus Google, ce que les données révèlent aux marketeurs, comme on vient d'introduire. Mais avant ça, juste un petit mot pour se présenter toutes les deux. Inès, peut-être que tu veux commencer. Oui, donc je m'appelle Inès Durand, ça fait 3 ans et demi que je suis chez SimilarWeb dans l'équipe produit et mon rôle, c'est de développer des solutions qui répondent aux besoins des marketeurs afin de les aider dans leur workflow et à atteindre leurs objectifs. Et moi, ça fait 4 ans que je suis là et que je dirige les équipes marketing en Europe et en Asie. Alors, sans plus attendre, de quoi est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui? Donc il y a 3 points qu'on voudrait aborder pour, parler de GenAI versus Google. Et donc quand on dit GenAI, juste un point, on a débattu en interne sur est-ce qu'on appelait ça LLM ou GenAI ou GPT ou autre. Mais on vous parle de tous les outils qui sont des outils de chatbot, dont ChatGPT, dont Perplexity et cetera, on y reviendra. Et donc on va regarder, les tendances autour de l'utilisation de ces outils-là autour de 3 points principaux. Le premier, c'est en fait qui est l'audience, et comment se comporte cette audience, sur les, GenAI versus Google. Le deuxième point, ça va être parler des stratégies, des GenAI pour venir concurrencer Google. Et puis le troisième point, ça sera vraiment sur les comportements des utilisateurs, à la suite de leur visite. Donc comprendre, quelle va être, comment est-ce que les marques vont pouvoir se saisir de, ces nouvelles opportunités. Inès, je te laisse, Tout commencer. d'abord, on va commencer donc par la première question, donc comprendre comment les audiences évoluent entre GenAI et Google dans cette dernière année. Donc Alors, ce graphique, du coup, nous montre, l'évolution, sur les derniers mois, de ChatGPT, et de Google. Et ce qu'on voit ici, donc c'est évidemment, le nombre de visiteurs uniques mensuels qu'on regarde ici. Et on voit en fait qu'il y a une croissance, évidemment accélérée des utilisateurs, de ChatGPT par rapport à ceux de Google. Et en fait, on voit que bien sûr Google est bien plus aujourd'hui, représente une beaucoup plus grosse audience que Google, mais que la trajectoire de ChatGPT pourrait vraiment venir concurrencer celle de Google et dépasser celle, de Google. Donc on voit vraiment qu'il y a une adoption fulgurante en fait qui montre que les Gen AI, ces chatbots font plus seulement partie d'une expérimentation, c'est plus quelques personnes un peu techy qui les utilisent. Tout le monde, enfin en tout cas plein de personnes utilisent ChatGPT aujourd'hui. Et Perplexity, le chat, puisqu'on est en France, cocorico. Alors, du coup, on a retenu 2 stats qui nous donnent un peu de contexte sur l'utilisation de ces GenAI et qui nous montrent que vraiment les consommateurs se tournent de plus en plus, vers ces outils-là pour répondre à des besoins spécifiques. Le premier, c'est donc le carré de gauche sur tous les 3 jours. En fait, tous les 3 jours, c'est la fréquence à laquelle un utilisateur de ChatGPT écrit une requête en moyenne au Royaume-Uni. Donc une requête, ça va être un message sur ChatGPT, et donc évidemment, cette tendance-là s'accélère de plus en plus et on observe que c'est un phénomène qui est global. Et non seulement il y a une accélération d'utilisation, en tout cas, il y a une augmentation de la fréquence d'utilisation, mais en plus de l'intensité d'usage. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, le nombre de requêtes par utilisateur a augmenté de 35% en un an. Donc, l'utilisateur pose beaucoup plus de requêtes par session et on peut passer du coq à l'âne sur les sujets que l'utilisateur pose pendant une session de ChatGPT. Donc, on voit qu'il y a un vrai changement d'habitude. Les utilisateurs s'appuient de plus en plus sur les Gen AI pour obtenir des réponses à toutes leurs questions. Un autre phénomène, qui est intéressant à observer, c'est qu'évidemment la nature, de ces questions est très différente et la nature des recherches est très différente. Nos clients, en général, ils nous posent beaucoup la question: «Est-ce que, ChatGPT et les autres outils, de GenAI sont des outils qui viennent prendre des parts de marché à Google?» Et en fait, on observe que c'est vraiment des usages, bien précis. Ici, on regarde la longueur des requêtes qui sont faites, des recherches qui sont faites sur Google versus, ChatGPT en nombre de mots. Et ce qu'on observe, c'est bien sûr que sur Google, en général, on tourne à 3,2 mots. Et en fait, sur ChatGPT, la longueur du prompt est de 88 mots en moyenne. Donc, on voit vraiment que les utilisateurs sont beaucoup plus spécifiques, hein, de 3 de 3 à 88 mots, il n'y a pas photo, sur ce qu'ils cherchent avec les Gen AI et formulent des demandes bien plus riches, comme on va voir sur les slides suivantes. Et donc, aujourd'hui, donc en 2024, donc on observe effectivement que les prompts ChatGPT deviennent de plus en plus longues au fil du temps. Là, on voit, début 2024, on était à 78 mots en moyenne et on passe à quasiment 95 mots en moyenne en décembre.
C'est juste pour préciser, on voit des questions dans le chat, ces données viennent de SimilarWeb. Nous sommes un outil de mesure d'audience et de comportement digital, et on vous passera un peu plus en détail notre méthodologie et le type de data qu'on analyse. Et donc, en fait, tout ça, ça montre que les utilisateurs apprennent à utiliser l'outil, à raffiner leurs recherches, et ils vont de plus en plus loin, ils affinent leurs attentes et attendent des réponses également plus complexes. Ce dont on s'est rendu compte qui est aussi intéressant, c'est que plus, les prompts s'allongent, plus on va avoir tendance à avoir des questions, dans ces prompts. Et en fait, ça va nous donner des informations, assez intéressantes, et notamment, c'est ce qu'on essaie de montrer ici, c'est que le pourcentage des requêtes informationnelles augmente à mesure que la longueur des prompts augmente aussi. Les requêtes informationnelles, c'est celles qu'on définit, comme, commençant par qui, quoi, quand, où et pourquoi, et on voit qu'en fait, au fur et à mesure de l'utilisation, on vient vraiment, heu, on va dire, complexifier notre utilisation, affiner notre utilisation, de ces outils-là. Et donc, en fait, ça renforce l'idée du coup que les Gen AI captent aujourd'hui les requêtes à forte intention et tout type de requêtes, que ce soit, je vois des questions dans le chat, que ce soit, sur des tâches ou sur des requêtes bien précises. On verra quelques exemples de prompts qu'on a capturés, dans les slides suivantes. Quand je réfléchissais à cette, conférence avec Inès, on essayait de penser à notre propre utilisation, en fait, de ChatGPT. Et c'est vrai que toutes les 2, on s'est rendu compte qu'on l'utilisait quasiment quotidiennement, dans notre travail. Et notamment, on avait une utilisation, en fait, de plus en plus, on donne du contexte au début, de nos «conversations» entre guillemets avec ChatGPT. Donc c'est-à-dire que moi, j'aime bien donner du contexte au début, dire: «Bah, voilà, je travaille chez SimilarWeb, voici mon job, voici ce que j'essaye de faire». Et en fait, plus on donne du contexte, donc c'est-à-dire plus on a des prompts qui sont longs, plus ensuite les réponses qu'on obtiendra seront précises. Et du coup, quand on a regardé ces stats-là, qu'on soit en fait au UK, en France, aux US, et cetera, on se rend compte que, il y a cette même changement d'usage, ce même biais en fait à vouloir donner vraiment du contexte et être dans une approche, qui est plus riche, avec ChatGPT. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Et c'est une nouvelle, compétence en fait à acquérir et à développer. On a aujourd'hui des trainings, qui sont autour du prompt engineering. Nous, en interne, on en a dans notre entreprise, mais on voit aussi, se développer un peu à droite à gauche, cette capacité à venir, faire les bonnes requêtes pour avoir les bonnes réponses auprès de ces outils-là. Alors qu'on avait beaucoup moins ce réflexe-là avec Google, de venir apprendre à faire des queries. En tout cas, c'était quelque chose de plus technique, de choisir les bons mots-clés, sur Google. Et j'ai même un exemple assez rigolo, hein, du travail, où j'ai un collègue qui est devenu en master en prompt engineering, et pour être sûr d'avoir, le meilleur résultat possible, dans les réponses de ChatGPT, il lui dit: «Imagine que tu viens de passer une semaine à la montagne, tu as dormi, 10 heures par nuit, ton esprit est clair, donne-moi ton le meilleur travail et la meilleure réponse possible que tu peux imaginer sachant que tu es très relaxé». Et il a des résultats exceptionnels et très, très personnalisés, grâce à ce prompt engineering. Voilà. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on vient chercher aujourd'hui sur ces outils-là, c'est vraiment de l'info. En fait, on vient chercher soit à croiser de l'info, soit à développer de l'information, soit à faire des tâches qui sont des tâches, à portée professionnelle, mais qui sont des tâches autour du contenu et de l'information. Alors que, on voit ici, et c'est ce qu'on cherche à montrer sur cette slide, les recherches sur Google sont de plus en plus navigationnelles. Donc c'est-à-dire que Google devient une passerelle pour aller autre part, un lien pour aller vers un autre site. Donc on voit le pourcentage des requêtes Google qui sont navigationnelles, entre 2023 et 2024, donc qui augmente quand même assez significativement, alors qu'on voyait juste avant le pourcentage des requêtes des Gen AI qui sont, elles, informationnelles. Hem, donc 3 choses à retenir ici. On passe vraiment des mots-clés aux conversations. Les intentions diffèrent selon les plateformes et les utilisateurs attendent des réponses rapides, directes et contextualisées. Deuxièmement, la manière dont les utilisateurs effectuent des recherches évolue. Alors que Google repose sur des requêtes courtes et basées sur des mots-clés, voilà, assez navigationnels, assez courts, 3 mots comme Alix l'a dit, l'IA générative permet une approche beaucoup plus conversationnelle et des réponses beaucoup plus personnalisées aux besoins des utilisateurs. Et du coup, Troisièmement, c'est vrai.
Vas-y, pardon. Et du coup, c'est vrai que nos attentes évoluent. Donc, c'est-à-dire que, quand, on a une manière de faire des requêtes et donc du coup, une manière d'attendre des réponses qui est très différente, presque comme si on s'adressait à un humain, voire à un assistant. Et évidemment, je pense qu'il y a eu pas mal de conférences autour des agents IA, pendant, ce AI Square. Donc, du coup, il y a eu pardon, ce AI Scope. Et donc du coup, c'est vrai que, on a cette attente différente vis-à-vis des réponses et qui sont en fait presque devenues une norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus chercher forcément de l'information directement sur Google ou en tout cas, on a la flemme d'aller naviguer entre, 36 liens pour trouver de l'information. OK. Donc maintenant, qu'on a un peu fait un récap, de l'état de l'IA, de Generative AI et cetera, de leur progression et des changements d'usage, passons vraiment plus à leur stratégie et comment, elles redessinent le parcours utilisateur, en tout cas le parcours client et quels enseignements en tirer. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat sur, le marché du UK. Donc ici, c'est des données qui sont sur la France. Alors, on a pris le marché du UK parce que déjà les requêtes anglophones, on a plus de données dessus, deuxièmement parce qu'en fait, c'est un marché qui, a un comportement qui, ressemble en fait au comportement de plein d'autres marchés. C'est un peu une baseline, donc du coup, on s'est dit que ça serait intéressant de venir l'étudier. C'est pas trop différent de ce qui se passe aux US, c'est pas trop différent de ce qui se passe en France, et donc ça permettait d'avoir une étude qui est assez globale. Donc le trafic, sur ChatGPT, il a presque doublé en fait en 2024 en France, pour atteindre la modique somme de 945 millions de visites totales. Donc c'est sûr qu'on n'est plus sur, un sujet de niche. Et d'ailleurs, là, j'en tiens à préciser, on n'a pas juste pris les données desktop et mobile web, et on aurait pu prendre les données app et on aura un nombre encore plus important. Donc, on voit vraiment que c'est plus un phénomène de niche, c'est un nouveau canal à intégrer, en tout cas à prendre en compte dans votre mix marketing et ce qu'on va voir dans plusieurs slides suivantes. Change, hop. Donc, vas-y. Alors ici, on a voulu recréer le parcours, enfin en tout cas un parcours typique, de 2 utilisateurs, sur, le sujet du voyage. Donc, on va vous partager un peu l'itinéraire et l'idée, c'est essayer de reconnaître en fait dans cette manière, de chercher des informations. Donc peut-être Inès, tu veux commencer? Donc on va vous donner un peu le parcours old school de Sophie qui, réserve son voyage, grâce à Google et en tout cas sans passer par les Gen AI. Donc Sophie, elle est lilloise, il fait pas très beau, j'adore Lille, hein, mais bon généralement la météo pas toujours terrible et elle prépare une escapade printanière pour fuir, le temps gris. Donc elle ouvre Google, elle tape: «Meilleure destination à visiter en avril avec du beau temps» et après avoir exploré quelques blogs de voyage et des avis sur TripAdvisor, son corps balance entre la côte almafitaine et l'Algarve. Donc ensuite, elle charge des hôtels entre les deux régions, elle compare les prix entre Booking.com, Expedia et les sites d'hôtels, donc une dizaine d'onglets d'ouvert, vous savez ce que c'est, et passe d'un l'un à l'autre pour trouver la meilleure offre pour 4 nuits avec vue sur la mer. Donc une fois cette étape franchie, elle passe sur Skyscanner et Google Flights pour comparer les billets d'avion, éviter de partir de Beauvais ou de Charleroi peut-être, expérience assez traumatisante. Elle teste plusieurs combinaisons de dates pour dénicher les jours les moins chers en vérifiant les compagnies aériennes et les aéroports. Donc on voit que c'est toujours un peu fastidieux, vous perdez un petit peu dans votre parcours d'achat et je pense que c'est quelque chose que c'est un scénario qui résonne avec un peu tout le monde. Mais au bout de quelques allers-retours, elle a enfin bouclé son itinéraire et maintenant Alix présente la recherche de voyage tout panneau. Et donc imaginons qu'en fait, elle aille directement sur ChatGPT. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va partager ses besoins, directement avec ChatGPT en donnant exactement les mêmes critères, mais avec plus de contexte. Donc voilà, je viens de Lille, je veux partir au soleil, j'ai 4 jours, voici mon budget, voici le type d'activité que j'aime bien et cetera. Et en fait, là, ChatGPT va lui proposer des options directement sur mesure, avec à chaque fois des explications de: «OK, voici la météo que tu peux attendre à cet endroit-là, voici le coût des vols, voici l'ambiance des villes, voici le budget moyen» et cetera et cetera. Et de telle sorte qu'ensuite, cette conversation va pouvoir mener ensuite à des conversations qui sont plus à intention d'achat. C'est-à-dire: «Est-ce que tu peux me trouver le meilleur vol pour aller à cet endroit-là, à ces dates?» OK, donc ensuite ChatGPT compare plusieurs fournisseurs et va donner plusieurs options. Et ensuite: «OK, donc moi j'aimerais aussi que tu me donnes des activités» et cetera et cetera. Et au fur et à mesure, ça va suggérer non seulement un parcours d'achat, c'est-à-dire que dans la même interface qui est ChatGPT, on va pouvoir avoir la recommandation à la fois, d'un itinéraire, mais aussi, d'options pour pouvoir aller acheter directement et booker son voyage, sans passer par la case avoir 50 000 onglets et devoir faire des recherches, complémentaires les unes les autres.
Et d'ailleurs, en reprenant cet exemple, moi, je peux prendre mon exemple un peu plus personnel et en revenant sur une question, est-ce que les profils tech modifient un peu le biais sur la longueur moyenne des queries? Moi, par exemple, je suis allée au Chili récemment, j'ai tapé une très longue prompt, donne-moi un itinéraire, j'ai envie de soleil, de voir des pingouins et des volcans. J'ai tel budget, je souhaite pas trop prendre l'avion, pas trop voyager, donne-moi un itinéraire d'environ pour 14 jours afin de maximiser mon temps là-bas. Et donc, en fait, ma query, elle faisait en moyenne, elle faisait à peu près 100 mots. Donc, on voit qu'en fait, même les consommateurs, ou là, dans l'exemple de Sophie qui cherche son voyage pour échapper de la grisaille marseillaise, c'est des prompts assez longues. Et ce qu'on voit aussi ici, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est pas seulement du point de vue de l'utilisateur, parce qu'à la limite, ça, vous pouvez l'expérimenter vous-même, mais c'est du point de vue des marques. En fait, quand vous êtes un site et que vous voulez récolter du trafic pour booster votre notoriété, vous voyez que si on fait des recherches qui passent à travers Google, bien entendu, vous allez récolter du trafic parce que Google va être donc un pont entre une interface de recherche et ensuite plusieurs interfaces de production de contenu ou de production, enfin de produits et de services. Et ChatGPT, vous allez rester dans une interface, c'est-à-dire que vous n'allez jamais bénéficier de ce trafic a priori tant qu'on reste dans l'interface de ChatGPT. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on observe que le trafic entrant sur ChatGPT, donc c'est-à-dire le trafic qui va vers chatgpt.com, a augmenté, a doublé, on va dire, entre 2023 et 2024, on l'a déjà vu, et que le trafic qui sort de ChatGPT, donc c'est-à-dire qui va de ChatGPT vers un autre site, lui a augmenté, enfin, a été multiplié par 14 entre 2023 et 2024. Alors, Donc bien en fait, sûr, le trafic du coup, pardon, le trafic qui augmente, il augmente 7 fois plus vite, en sortant qu'en rentrant, même si, comme vous pouvez le voir sur le graphe, les ratios sont pas encore les mêmes. Alors bien sûr, il y a quelque chose à prendre en compte, hein, pour les connaisseurs de l'IA. Il y a aussi le fait que maintenant, depuis assez récemment, je crois que c'est 6-8 mois, ChatGPT donne les sources qui ont aidé à construire ces réponses. Donc évidemment, bon, il y a un petit biais sur l'augmentation par 14, parce qu'il y a plus de... Si on vous donne les sources, vous êtes plus à même de cliquer sur les liens. Mais quand même, ça veut dire que les gens cliquent vraiment sur les liens proposés et que c'est plus un outil fermé de conversation. C'est vraiment un canal en fait, d'acquisition potentielle pour les marques. Et effectivement, quand on a regardé de plus près le trafic qui sort de ChatGPT, donc d'où est-ce qu'on part quand on part de cette plateforme-là, on voit la croissance d'année en année par industrie. Donc évidemment, les chiffres sont faramineux en termes de croissance, mais surtout ce qu'on observe, c'est que c'est des industries de consommation en fait qui vont récolter ce trafic-là, et notamment l'industrie du voyage et du tourisme, et puis ensuite de la finance et ensuite de la mode, qui vont récolter du trafic qui sort de ChatGPT. Donc du coup, là, ça devient du trafic affilié, et donc il va vous permettre d'avoir un nouveau canal d'acquisition en tant que marque, quelle que soit l'industrie dans laquelle vous travaillez. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regardait ces chiffres, au tout début de ChatGPT, donc en novembre 2023, on avait des résultats assez différents où la plupart du trafic sortant, c'était plutôt vers des sites de développement et cetera. Donc on revient en commentaire sur plus de tech et maintenant les queries, on en trouvait, hein, des queries sur, la mode, aider à trouver des crèmes anti-âge et cetera. Mais globalement, c'était assez marginal alors que maintenant, la part de queries qui sont plus sur consumer facing, ça prend une part de plus en plus importante. Et donc, on voit que ces GenAI deviennent des véritables carrefours d'audience, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Alors on va aller un peu plus loin en regardant du coup le secteur du travel. Donc on a regardé des acteurs qui sont dominants. Par exemple, on a regardé Skyscanner et Run2Rio. Donc c'est Skyscanner bien sûr qui est un outil de comparaison de vol et Run2Rio qui est un outil de comparaison d'itinéraires multimodaux. Et on a regardé ici, on regarde le trafic organique de l'un et de l'autre. Donc aujourd'hui, on voit que si on compare donc Run2Rio qui est un agrégateur, mais également qui permet de créer des itinéraires multimodaux, et Skyscanner qui est donc un comparateur de vol, mais qui a une market share beaucoup plus importante, on voit que le trafic organique vers Skyscanner est beaucoup plus important. C'est un plus gros acteur qui est là depuis plus longtemps, 6 fois plus gros. Mais en revanche, slide suivante, si on compare donc le trafic total de ChatGPT vers Skyscanner et Run2Rio, on voit que Rom2Rio est beaucoup plus recommandé par ChatGPT que Skyscanner. Donc, on voit quand même que certains acteurs potentiellement peuvent récolter plus de visites venant des GenAI, alors qu'ils ont moins de notoriété, qui sont moins importants en trafic total. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a des acteurs qui bénéficient plus en fait de visibilité sur ChatGPT.
on comprend pas forcément, encore tout, l'algorithme, on va dire, qui est derrière ChatGPT, qui permet de recommander un résultat plus qu'un autre. En tout cas, on est parfaitement capable de mesurer ce trafic-là, mais ce qu'on voit apparaître du coup comme problématique potentielle, c'est une nouvelle dépendance en fait face au trafic, de ChatGPT. Aujourd'hui, on regarde le pourcentage du trafic affilié qui vient de ChatGPT de ces 2 sites, et on voit qu'en fait, sur Rome to Rio, bien sûr qu'il bénéficie de plus de trafic qui vient, de ChatGPT, mais ça représente 73 de son trafic affilié, qui est donc un trafic monétisable. Et en fait, on est dans une situation où potentiellement, si demain il y a un changement d'algorithme ou pour une raison ou une autre, il y a un autre acteur qui est plus recommandé, et ben en fait, on n'est pas en maîtrise aujourd'hui de cette capacité à être recommandé plus qu'un autre acteur sur ChatGPT. Donc ça crée des situations qui sont des situations de potentielle dépendance. Et donc, juste un petit aparté, mais comment on a pu, comprendre, quelle était la part de trafic, de ChatGPT qui, menait vers Rome to Rio et Skyscanner? Donc on vient de lancer un module, d'IA, qui analyse du coup, qui permet de comprendre, le trafic des chatbots. Quels sont les top, queries qui mènent, qui mènent les utilisateurs à cliquer vers des réponses, mais également sur quelle page exacte, les utilisateurs arrivent après avoir cliquer sur un lien de ChatGPT ou Mistral ou Perplexity, etc. Donc, petit instant publicité. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Alors du coup, on continue un peu cette recherche, pour comprendre vraiment, comment les deux types d'outils fonctionnent. Donc là, on a regardé le classement de Google et le classement, des GenAI, donc en l'occurrence ici toujours de ChatGPT, et ça nous montre vraiment la différence entre ce que renvoie le SEO et ce que renvoient les résultats contextuels. Donc on a pris une vraie query, qu'on a pu capturer avec SimilarWeb, qui est: «OK, recommande les premières vacances avec des amis qui ont un enfant en Europe avec un petit budget, avec un temps de voyage court et des activités pour enfants». Donc ici, le but, c'est de comparer les résultats des deux. Donc, on voit qu'en position numéro 3, dans les deux cas, c'était EasyJet qui est ressorti. Ensuite, il y a eu Skyscanner, donc on vient d'en parler. Numéro 6 sur Google, numéro 8 sur ChatGPT. Ensuite, on a eu Expedia, qui a un autre résultat en commun, donc numéro 5 sur ChatGPT, numéro 9. Je vous laisse essayer de deviner qui est le premier résultat sur l'un et sur l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est le même? Est-ce que vous pensez que c'est un résultat différent? Avant qu'on vous montre un petit peu la différence entre les 2 pour le reste du classement. Donc on est, voilà, sur quelque chose de complètement différent. Sur Google, ça va vraiment pousser, des sites, donc les sites Flightradar en numéro 1, Travelodge en numéro 2, et cetera, et cetera. Alors que sur ChatGPT, on voit que les mentions en numéro 1, c'est Airbnb, Booking, EasyJet, British Airways et compagnie. Et ce qu'on a trouvé vraiment intéressant ici, c'est que vous voyez que Google, en fait, pousse google.com, qui en fait, l'URL, c'est l'URL pour Google Hotel et Google Flights. Donc, pousse son propre, son propre moteur de comparaison. Et deuxièmement, ce qu'on a trouvé aussi intéressant, et c'est des acteurs britanniques, donc je peux vous guider un peu plus, c'est que Airbnb semble, enfin, pour en tout cas le chatbot, la solution la plus facile pour un couple avec des enfants en bas âge qui veulent réserver des vacances à bas coût, puisqu'en fait, en règle générale, encore en Europe, les Airbnb reviennent souvent moins cher que les hôtels, bien que ça peut être débattable et c'est en train de changer apparemment, alors que Google pousse vraiment le contenu qui est bien référencé, mais pas forcément ce qui est jugé, en tout cas, ce qui juge le plus utile pour ce use case bien précis et ce besoin bien précis de cette jeune famille. Ce qu'on observe en plus, c'est de voir qu'en fait, les résultats et la logique de résultats des GenAI est beaucoup plus volatile. En fait, on a regardé aussi l'évolution des résultats de cette query précisément sur les 3 derniers mois. Et ce qu'on observe, c'est que, alors que les résultats de Google, ou en tout cas le top 5 est assez stable, sur ChatGPT, les mentions évoluent constamment. Évidemment, en fonction des prompts, en fonction de nouvelles méthodes d'apprentissage, en fonction de à quel point est-ce que les données sont fraîches. Mais vraiment, on a cette évolution, et donc du coup, qui vient complètement changer la manière dont les marques doivent penser leur contenu. Et ça ne veut pas dire que quand on a un acteur établi et qu'on arrive une fois en haut du classement, on est sécurisé entre guillemets, alors que quand on a fait vraiment un travail SEO en profondeur, on sait que on doit se maintenir dans cette position de domination, mais qu'a priori, on a déjà quand même fait le gros du travail. Ouais, et pourquoi? Parce qu'en fait, les envies, elles sont changeantes, et il y a des millions d'utilisateurs, même des millions d'utilisateurs à travers le monde qui changent d'envie et qui donnent des requêtes, beaucoup plus de détails sur leurs requêtes. Donc évidemment, le classement va être moins constant. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, d'ailleurs?
c'est que voici un exemple de requête utilisateur qui évolue au fil de la discussion pour contextualiser ce qu'on disait, que les requêtes changent et s'affinent. Donc, quelqu'un a demandé, c'est une vraie prompt d'un utilisateur de ChatGPT qu'on a capturé, quels sont les vignobles les plus incroyables et luxueux près de Constantia, dans un rayon de 45 minutes autour de Cape Town, donc en Afrique du Sud. Et l'internaute voulait un superbe coucher de soleil et une clientèle haut de gamme, un petit peu pompeux. Le ChatGPT donne une réponse, puis l'utilisateur remet un petit peu en question, c'est sûr, mieux que les vignobles de Cap Point. ChatGPT répond, dit ok, j'ai booké ce vignoble à cette heure-ci, ce vignoble à cette heure-là, c'est mon seul jour à Cape Town, est-ce que je peux mieux faire, est-ce que tu es sûr que c'est le meilleur itinéraire? Et en fait, on peut remettre un petit peu en question et affiner et demander encore plus de ChatGPT. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, en moyenne, le nombre de prompts, donc c'est-à-dire le nombre de questions qui sont posées dans une requête, est égal à 7 en moyenne par utilisateur. Donc il y a vraiment cet aller-retour constant et cet aspect très conversationnel. Et donc, Alors ensuite, on se pose la question de, en fait, vers où est-ce qu'on nous envoie? Parce qu'on parle du trafic qui est sortant. Est-ce que le trafic qui sort de Google est le même que celui qui sort des GenAI? Et donc aujourd'hui, on voit que les Gen AI, bon, même si on a une part croissante de trafic sortant de ChatGPT, les Gen AI sont quand même plus enclins à envoyer les utilisateurs vers des pages d'accueil plutôt qu'à des pages très spécifiques. Donc on voit que, par exemple, ChatGPT, 27% du trafic sortant envoie vers des pages d'accueil de sites versus seulement 13% des recherches Google, donc qui envoient vraiment plus vers page produit, une catégorie. En revanche, Google envoie beaucoup plus de trafic, même si Google aujourd'hui donc envoie plus de trafic vers des pages 1 à 3, donc il peut être, imaginez 0, c'est pages d'accueil de Leclerc, 1, ce sera électronique, 2, ce sera smartphone, 3, ce sera Apple, par exemple, iPhone. Même si donc 67% des recherches Google envoient vers des pages un peu plus spécifiques, on a quand même une part croissante une part assez importante des recherches chatbots qui envoient vers des pages un peu plus spécialisées, même si c'est moins élevé que Google. Et à l'inverse, on disait que du coup, le trafic qui sortait des outils de GenAI était un trafic qui envoyait beaucoup vers des pages d'accueil, donc vers des pages très génériques. Mais on observe aussi le phénomène inverse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi plus de trafic sortant de ces outils GenAI qui envoient vers des pages très précises et notamment vers des pages produits, c'est-à-dire à une profondeur de plus de 4, donc c'est-à-dire en termes de hiérarchie des pages, alors que Google renvoie à 20% vers ce type de profondeur de page. Sur Perplexity, on est à 33%. Donc c'est intéressant parce que quand on regarde du coup là, si on compare en fait vraiment l'architecture du trafic sortant de ces différents outils, on va avoir une structure assez différente. En fait, Google va renvoyer majoritairement vers des pages de catégories ou des pages de sous-catégories, alors que les outils de GPT vont renvoyer soit vers un trafic qui va être très générique, enfin, vers des pages qui vont être très génériques et après c'est à vous de vous débrouiller et vous débrouillez au sein des sites pour trouver ce que vous voulez. Ou alors, si vous faites des prompts qui sont très précis, et à mesure que vous affinez vos recherches, là, vous allez tomber sur des pages qui sont très, très précises. Et en fait, c'est en lien, c'est un miroir de l'utilisation qu'on a de ces outils-là, en faisant des requêtes qui sont soit très génériques, et à ce moment-là, on est renvoyé vers des pages très génériques, soit vraiment quand on commence à avoir des compétences en prompt engineering, à pouvoir guider les outils pour nous envoyer vers des pages les plus précises possibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, vous, en tant que SEO, hein? Le SEO n'est pas mort, c'est toujours quelque chose qu'on répète à chaque conférence et qui est un gros sujet depuis quelques années. Ce qu'il faut, en fait, c'est adapter le contenu de ces pages produits à cette nouvelle personnalisation des réponses GPT. Donc, en fait, vraiment insister dans les descriptions produits sur les pain points, enfin, sur les problèmes que le produit, le service résout, et essayer d'ajouter le plus possible de détails qui pourraient, en fait, qui pourrait répondre en tout cas aux questions des utilisateurs. Et encore une fois, donc, ce qui est important du coup, c'est de comprendre quelles sont les queries et quelles sont les queries en fait qui amènent les utilisateurs à arriver vers vos pages produits et ce que vous pouvez faire grâce à l'outil IA de SimilarWeb.
Alors cette partie qu'on vient de couvrir là, sur la réponse en fait, des Gen AI et ce qu'on peut, en retenir, premièrement, c'est qu'on passe d'une situation statique à une situation dynamique. C'est-à-dire que les classements, de Google, on l'a vu, étaient assez statiques, relativement statiques, sauf quand il y avait des updates, majeurs, de Google. Aujourd'hui, on est sur un environnement qui est complètement, changeant et qui est du coup incertain et c'est très difficile pour les marques de se positionner et de venir capter ce trafic grandissant parce qu'en fait, on ne sait pas exactement comment ça se passe et que les classements sont très volatiles et évoluent beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que du coup, on est passé sur une approche contextuelle. Donc les Gen AI renvoient du contenu basé sur des requêtes qui sont contextuelles et évolutives et pas sur du SEO et donc il va falloir repenser la manière dont on parle de sa marque et dont on structure son contenu, notamment en insistant sur les pages produits, en insistant sur vraiment tous les, micro détails de son site pour faire en sorte, de vraiment pouvoir répondre à des requêtes très, très précises et de pouvoir envoyer, une compréhension de l'information qui est très fine. OK. Donc très rapidement, maintenant, rentrons dans la troisième partie, comment les utilisateurs se comportent avec ces outils. Hop. Donc 2 points, le ChatGPT, renvoie vers des homepages, donc comme on a vu, laissant libre l'utilisateur de naviguer les sites lui-même et les itérations multiples avec ChatGPT font que l'utilisateur atterrit sur des pages plus en adéquation avec ses recherches. Donc les utilisateurs venant de Gen AI aujourd'hui passent de plus en plus de temps sur les sites, consultent de plus en plus de pages. Donc vraiment, c'est plus juste, un clic, pour regarder, c'est des visites très engagées, plus engagées en tout cas, qui viennent de ChatGPT que de Google et c'est un excellent signal d'engagement et vraiment un levier à activer si vous cherchez à optimiser, vos taux de conversion. On voit aujourd'hui, 11 pages, 11 minutes par site, des visiteurs venant de ChatGPT versus 8 minutes seulement pour Google et 13,3 pages vues en moyenne par session pour les utilisateurs venant de ChatGPT versus 11,6 pour Google. Donc on voit vraiment une différence, d'engagement. Et on voit vraiment du coup que c'est un trafic qualifié. Et effectivement, quand je prends mon exemple personnel, on a essayé, enfin j'ai voulu acheter des chaussures de sport récemment et donc du coup j'ai fait une requête sur ChatGPT avant de demander à Inès des conseils pour avoir un overview de ce qui se passait, en fait, de quelles étaient les marques, quelles étaient les recommandations, quelles étaient les reviews, qu'est-ce que je pouvais regarder, qu'est-ce qui était conseillé, etc. Et ça m'a donné en fait un tableau récapitulatif. Et donc en fait après j'ai pu aller naviguer directement sur les sites de ces marques-là pour pouvoir mais j'avais une intention d'achat, c'est-à-dire que je suis venue d'abord avec ChatGPT, on va dire, à mâcher le travail de recherche, et ensuite j'avais cette intention d'achat. Finalement, C'est ce qui se montre. celle que je t'ai conseillée. Exactement. J'ai fini par acheter celle qu'Inès m'a conseillée. Ah non, le word of Euh, mouth, c'est quand même important. Le marketing n'est pas mort. Et c'est ce qu'on voit en fait ici sur cette slide qu'on a trouvé super intéressante, c'est qu'en fait on a comparé les taux de conversion, donc c'est-à-dire les conversions en achat bien entendu, de Google versus ChatGPT, et on voit en fait que le taux de conversion se rapproche, l'écart se réduit entre Google et ChatGPT. Ce qui veut dire que les modèles de GenAI se précisent et dirigent un trafic de plus en plus qualifié à mesure que nos requêtes et que notre compréhension de l'outil évolue. Donc ça représente un trafic que vous pouvez monétiser. C'est une preuve donc de qualité de ce trafic et il faut donc suivre de près, d'où viennent ces conversations, de quel chatbot. On a des petites différences parfois entre Perplexity, Mistral, ChatGPT et cetera. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, sur, le comportement des internautes? Donc l'expérience post-clic évolue, les utilisateurs de l'IA générative interagissent de plus en plus en profondeur, ils passent plus de temps sur les sites, ils naviguent de manière plus engageante, comme on a vu avec les chiffres d'engagement et de conversion. À mesure que les, modèles, d'IA s'améliorent également, les taux de conversion donc se rapprochent de ceux observés via la recherche traditionnelle, preuve qu'une approche personnalisée et guidée par l'intention transforme l'engagement digital. Et encore une fois, on est aux prémices. Hein. Il y a un an, si vous faisiez une requête un peu commerciale, vous n'aviez pas des réponses super. Ça s'améliore au fur et à mesure. Et enfin, la nature du trafic change. Les LLM redirigent souvent les utilisateurs vers des pages contenu plus spécifiques et à forte intention plutôt que vers des pages de catégorie générale, ce qui redéfinit la manière dont les sites peuvent structurer leur contenu et s'optimiser pour la découverte via l'IA. Alors, on a eu beaucoup de questions à passer très rapidement sur la méthodologie et à qui on aide, où on a eu toutes ces données, etc. Parce que j'ai vu dans le chat pas mal d'interrogations. Alors, on va pas lire tout le contenu, mais Inès va vous donner deux, trois billes pour comprendre du coup d'où toutes ces données viennent. Ouais, donc très rapidement, donc ces données, donc aujourd'hui, c'était sur le UK avec un prix sur le UK, mais on peut avoir exactement les mêmes données pour la France. On a analysé des milliards
de sessions utilisateurs sur web et mobile via on a 4 sources de données chez SimilarWeb, la mesure directe, un panel d'utilisateurs qui est propriétaire avec des millions d'utilisateurs à travers le monde, des partenariats et des données publiques. Et on a croisé donc des données de trafic, des requêtes réelles qu'on a observées dans les chatbots, des mots-clés, de l'engagement post-clic grâce aux sessions des utilisateurs qu'on traque, pour vous donner vraiment une vue d'ensemble, une vision complète, presque complète parce qu'on n'a pas inclus les données app, puisqu'on a moins de visibilité, on a des visibilités sur le nombre de sessions, mais moins sur le contenu des sessions. Et donc voilà, pour vous donner vraiment cette vue assez d'ensemble sur aujourd'hui le paysage de l'IA et comment il transforme et le paysage du SEO et comment optimiser en fait pour cette révolution. Alors, juste qui on est en 2 mots. SimilarWeb, on est un outil leader de compréhension du comportement des consommateurs en ligne, donc un outil d'analytics. On a à la fois une plateforme et à la fois aussi la possibilité de travailler avec nous en direct sans passer par la plateforme. On couvre plus de 190 pays. En fait, ce qui nous différencie vraiment des autres acteurs de collection de données et d'analytics, c'est que nous, on regarde le comportement réel des utilisateurs. Donc, on est propriétaire d'un panel et donc, en fait, on a des vrais gens et on regarde ce que font les vrais gens sur Internet, sur plus de 100 millions de sites Internet, de 8 millions d'applications et bien sûr en comprenant tout le parcours d'achat du moment de la recherche jusqu'au moment de la conversion. Donc, petit moment pour prendre du recul sur qui on est et d'où on vient avec tous ces insights. Et maintenant, bien sûr, place à vos questions. Alors, Euh, on regarde dans la session questions. Je vais en choisir une. Allez, choisis. Sait-on le moyen de se faire plus référencer sur les Gen AI? Donc, aujourd'hui, je suis navrée, je ne travaille pas chez OpenAI, donc on ne va pas vous donner, je ne connais pas l'algorithme et la recette secrète pour se faire référencer. En revanche, il y a des moyens, en tout cas, pour améliorer son référencement. C'est déjà comprendre, je l'ai dit encore une fois, et c'est pas seulement la publicité, c'est vrai, c'est comprendre quels sont les prompts qui sont le plus posés sur votre industrie, sur votre site, sur votre marque, etc. Donc, pour comprendre quels sont les besoins spécifiques des consommateurs, est-ce qu'ils posent des questions sur, je ne sais pas, est-ce qu'ils recherchent quelque chose. Je vais prendre un exemple sur la course, celui qu'Alix a donné. Est-ce que ce sont des débutants, des gens plus aguerris sur la course qui recherchent une chaussure? Est-ce qu'elle doit être souple? Est-ce qu'elle doit être rapide, etc. Donc, vous pouvez vraiment, si vous comprenez quels attributs sont recherchés par les utilisateurs, les consommateurs, ensuite, vous pouvez prendre ces attributs et améliorer vos pages produits en utilisant ces besoins et en étant sûr que vos descriptions produits répondent aux plus grosses questions, en tout cas celles les plus posées par les consommateurs sur votre industrie. Alors moi, j'ai voulu choisir celle-ci. Est-ce que les AI Overview de Google ne va pas remettre Google au cœur des requêtes informationnelles? C'est tout à fait une question qu'on s'est posée. Et en fait, la raison pour laquelle on pense que non, c'est parce que dans la structure de recherche de Google, on n'a pas la place. Aujourd'hui, Google, c'est pas une interface de chatbot. Donc, c'est une interface avec une barre de recherche, je suppose que tout le monde connaît. Et donc, du coup, vous n'avez pas le réflexe d'aller sur Google et de taper quelque chose qui est contextualisé et donc d'avoir des recherches qui sont évolutives. À chaque fois que vous faites une recherche, vous en faites une nouvelle. Donc, même si demain, vous tapez, je sais pas, capitale du Congo dans Google et bien sûr que c'est la recherche à portée informationnelle, oui, Google, le AI Overview va pouvoir vous donner la réponse. Mais dès que vous allez vouloir avoir quelque chose de plus précis, de plus personnel, et qui ressemble en fait à vraiment ce que vous recherchez et non pas une information qui, on va dire, une information générique. Google va pas permettre aujourd'hui dans son interface de venir répondre à cette problématique-là ou en tout cas de venir combler ce besoin utilisateur. Donc soit Google doit se réinventer totalement, mais donc du coup ça sera un petit peu un aveu d'échec, c'est-à-dire c'est de dire en fait on va faire comme ChatGPT, on va rechanger notre interface pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Soit en fait il faut assumer le fait que les utilisations de ces deux plateformes vont être différentes. Bien entendu, on a vu au début qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de trafic sur Google que sur ChatGPT, mais qu'en fait, à horizon 2030, il pourrait y avoir un rattrapage et voire un dépassement de, de Google par ChatGPT. Et c'est sans compter tous les autres outils dont on parle. J'ai vu qu'il y avait des questions autour de DeepSeek et bien sûr Mistral, puisque on est en France. Mais donc, je ne suis pas sûre que cette feature-là permette de répondre aux besoins exacts de conversation que les gens expriment à travers l'utilisation de ChatGPT. Tiens, d'ailleurs, du coup, en parlant Je vous laisse prendre une dernière question. Excusez-moi, j'ai coupé la caméra. Une dernière question et puis après, on va pouvoir y aller. Non, c'est sur ChatGPT qui bénéficie de son historique, mais l'arrivée de DeepSeek va-t-il modifier des volumes selon vous?
c'est totalement possible. On voit déjà, moi j'ai remarqué en tirant des données sur la France que DeepSeek est rentré et je crois qu'il est maintenant le 2e ou 3e chatbot le plus utilisé, en tout cas sur web. Je n'ai pas combiné avec les données app, mais a fait une entrée monumentale. Mistral AI également est passé devant Copilot de Microsoft, donc Cocorico. Donc on voit vraiment, il y a 2 ans, il y avait Bard, Gemini était le deuxième plus gros acteur et perd des parts de marché de jour en jour. Donc oui, on n'est jamais à l'abri d'un changement de paradigme, et en tout cas d'un acteur qui prenne le pas sur un autre au fur et à mesure des évolutions tech et IA. Voilà. Super. Merci beaucoup. Je suis désolée, du coup, il y avait beaucoup de questions encore. Je suppose que vous restez à dispo sur LinkedIn et ailleurs pour répondre à ces questions. Pas d'inquiétude. Merci beaucoup à vous deux pour cette super conférence. C'était hyper intéressant. J'espère que dans le chat, ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur vos approches. J'espère que vous avez apprécié vous aussi la conférence. Et maintenant, je vous invite à prendre une petite pause de 10 minutes avant qu'on commence donc la prochaine conférence qui sera présentée du coup par Mathias Schmier de chez Microsoft et qui parlera un peu agent et IA générative dans sa conférence IA générative et agent, quelles réelles opportunités pour le marketing. Voilà, en attendant, ne manquez pas l'occasion de découvrir notre offre spéciale à Escope qui est actuellement dans le chat. Et pour rappel, vous pouvez bénéficier de l'offre et de faire une demande de démo très facilement en cliquant sur le lien. Et si vous avez le moindre souci pour rejoindre la prochaine conférence, vous pouvez nous contacter via le support sur le site Aescope. Et puis voilà, je vous dis à tous à tout à l'heure. Et encore, merci beaucoup Alix et Inès pour cette super conférence. Merci beaucoup. Merci à tous. J'espère. À bientôt. Bonne pause.